Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre émission L'Instant Matin. Et aujourd'hui, nous allons mettre en lumière un homme de science et de terrain, donc, qui a pour combat la protection de la biodiversité sous toutes ses formes, et ça sur tout le territoire national. Il est professeur et chercheur à l'université de Bjaya, et aujourd'hui, on a réussi à l'attraper au vol, et il est là dans notre émission L'Instant Matin. Docteur Mourad Hamim, bonjour et bienvenue. Bonjour Mariam. J'ai bien aimé, ça vous a fait sourire, on vous a attrapé au vol, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai que, comme on le dit, je suis une sorte de jugurtha. Jugurtha, ça vient de Yur Urthen, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas attraper facilement parce qu'il est dans les champs, etc. Bama, c'est les forêts et les grottes, et un petit peu partout à travers le territoire national, voilà. Donc la nature sous toutes ses formes. Effectivement, c'est vrai, hein, donc je vous ai appelé quand même il y a un petit moment de ça, et on a réussi, je vous ai attrapé sur Alger un petit moment, puisque vous aviez des engagements un petit peu partout. Voilà, et tout, donc et on a profité, on est heureux donc, de vous recevoir dans l'Instant Matin. Cette émission est consacrée toujours à des gens qui ont des parcours extraordinaires, qui ont surtout des combats très nobles, et c'est le cas, c'est votre cas, docteur Hamim. Donc la première question que je voudrais vous poser, c'est en quoi consiste exactement la recherche dans le domaine dans lequel vous êtes? Vous savez, c'est de la nature qu'on tire tout. L'homme sans la nature, il ne pourra jamais vivre. Oui. C'est quoi la nature? C'est le restaurant, c'est la pharmacie, c'est l'hôpital. C'est le parc. C'est tout, c'est le psyché, c'est l'habit, etc. Donc si on ne protège pas ça, c'est comme si on ne se protégeait pas soi-même. Vous voyez un petit peu. Et là, on a remarqué quand même ces dernières décennies qu'il y a un très fort impact de l'activité de l'homme sur cette biodiversité, et il y a une très forte érosion, c'est ce qu'on appelle une érosion de la biodiversité, c'est-à-dire un déclin terrible en termes d'espèces fauniques et floristiques. Même floristique. Voilà. Et pas spécialement au niveau de l'Algérie, bien sûr, c'est un problème planétaire. C'est un peu le problème planétaire, comme vous le dites, effectivement. Est-ce que l'Algérie a une faune et une flore, on va dire, exceptionnelles, déjà vu la surface, donc le plus grand pays d'Afrique, et en même temps, on a tous ces... on a le désert, on a les forêts, on a vraiment, on va dire, des climats déjà différents, et tout ça fait cette richesse. Alors, vous savez, la perception de la biodiversité, on a une perception donc à trois niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est la perception écosystémique. Nous avons des forêts, nous avons le désert, nous avons la mer, nous avons des lacs, etc. D'accord? Oui, voilà. Nous avons la perception en espèces, en nombre d'espèces. Oui. Là, je peux vous avancer le chiffre quand même, donc des travaux qui ont été faits par le ministère de l'Environnement, c'est à peu près 13 500 espèces qui existent en Algérie, donc entre le marin et le terrestre. Okay. Vous voyez un petit peu. Et puis, il y a la perception génétique. Chez la même espèce, on peut trouver des différences génétiques. C'est ce qu'on appelle la crypticité. Vous voyez un petit peu. Nous avons des chats qui sont blonds, des chats qui sont marrons, des chiens qui sont grands, des petits, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais dire aux téléspectateurs comment je vous ai découvert, docteur Hamim. Donc, j'étais sur un des réseaux sociaux où vous êtes très actif. Et là, vous aviez des salamandres. Et moi, ce sont des petits animaux que je trouve très sympathiques, très mignons. Et ça m'a intéressée. Je me suis dit, ah tiens, je ne savais pas qu'on avait des salamandres ici en Algérie. Donc, j'avais l'habitude de regarder des documentaires. On les voyait dans d'autres pays. Mais des salamandres ici, voilà. Donc, c'est ça qui m'a interpellée et ça m'a piqué ma curiosité. Eh bien oui, nous avons une espèce de salamandre, donc on appelle la salamandre adjira. C'est une espèce qui n'est pas endémique à l'Algérie, donc endémique marocaine algérienne. Et puis là, donc, réellement, elle est en voie de disparition, parce que là, les effectifs, ils sont vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, en déclin. Et là, donc, il fallait faire quelque chose. Et puis, donc, j'ai l'habitude de travailler dans une forêt. Et là, j'y allais assez souvent. Et puis là, j'avais retrouvé les larves de cette salamandre-là. Après, il y a eu quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, il est venu, alors il a tué tout ce qui était à l'intérieur. Il a évacué tout ce qui était à l'intérieur. Et puis, quelque temps après, j'arrive et je trouve donc une multitude de salamandres, une bonne vingtaine, une bonne vingtaine, et qui étaient coincés dans un bassin.
Parce que D'accord. quand c'est lisse, elles ne peuvent pas remonter. D'accord. C'est lisse et profond, Oui. elles ne peuvent pas remonter. Donc là, on a fait une opération de sauvetage. Donc on a enlevé les dalles qui étaient sur ce bassin-là, et puis on a récupéré ces salamandres-là, et on les a relâchées. C'est ça, et le plus normalement du bois. D'accord, donc on parle des salamandres, mais Dieu sait que les espèces sont nombreuses. Donc est-ce qu'il y a réellement un danger qui pèse Oui. sur la faune et la flore? Il y a danger. Il y a danger. Vous savez, on est en train de recevoir des vidéos, pas plus tard qu'hier, on me montre une vidéo où des jeunes s'amusaient avec des motos dans le désert à courir derrière les gazelles. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette gazelle est condamnée à mourir. Pourquoi? C'est parce qu'à force de la forcer à courir plus vite que la vitesse de la moto, son cœur, il éclate. D'accord. D'accord? Et la deuxième des choses, elle se déshydrate. Et c'est le cas, il y a de ça un mois par exemple, c'était un guépard aussi, c'était la même chose du côté de Tamanrasset. Et le guépard qui est mondialement protégé, hein, le guépard donc d'Afrique du Nord, il est mondialement protégé. Justement, en parlant c'est ça, c'est le guépard? Le guépard d'Algérie, c'est ça? D'Algérie, oui. Donc, ça faisait assez longtemps, on pensait que l'espèce n'existait plus, mais en fait, dernièrement, Exactement. on a retrouvé Bon, des traces. et il y a eu des chercheurs qui ont travaillé depuis les années 2000 et tout. Donc, au début, c'était sur la base de traces. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle les indices de présence. Et puis après, donc, en visuel, et là, ça, on a confirmé la présence de l'espèce. Et puis, donc, il y a eu des équipes qui sont parties et tout. Bon, je ne sais pas exactement l'estimation en nombre d'individus, mais ça varie, paraît-il, entre 90 et 200. On ne peut pas le savoir parce que le Sahara est immense. est immense. Est immense. Et tant mieux pour eux. Hein. Voilà. Tant mieux pour eux, ça leur fait un territoire immense où ils peuvent trouver refuge. Exactement. Il y a même, je vous le dis, par exemple, il y a des indices de présence de la panthère. Mais on ne l'a pas encore vu. Ok. Les scientifiques, donc, vous savez, les scientifiques, attention, ils n'annoncent pas comme ça quelque chose. Hein. Ils ne l'annoncent que quand c'est-à-dire vérifié. D'accord. Voilà. J'ai vu des traces, ok, mais je n'ai pas vu l'individu. Je n'annoncerai ça que le jour où je vais voir l'individu. Ouais, très bien. Vous n'êtes pas que dans les forêts, dans les lacs, dans les marécages et tout ce genre d'endroits, vous êtes aussi dans les grottes. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces grottes? C'est une histoire. Donc, je dirais que je suis chiroptérologue. Ça s'écrit chiroptérologue. Okay. Donc, la chiroptérologie, c'est la science qui étudie les chauves-souris. Les chauves-souris. Donc, ils sont des mammifères. Voilà, c'est un autre mammifère. Donc, et là, je travaille dessus. Voilà, je n'ai pas le droit de dire que je suis le seul à travailler dessus. D'accord. Donc, je travaille beaucoup dessus. Ça fait quand même 20 à 25 ans que je travaille dessus. Et puis, là, les chauves-souris, donc, elles ont des habitats, 4 habitats différents. Mais la grande majorité des chauves-souris vivent dans des grottes. Et là, donc, on est obligé de faire de la spéléologie, rentrer dans les grottes, les chercher, etc. Maintenant, par exemple, elles sont en hibernation. Et là, c'est un appel aussi que je lance à nos jeunes, c'est que maintenant, il ne faut pas rentrer dans les grottes. Il faut laisser les chauves-souris telles qu'elles sont. Sinon, si elles se réveillent, elles risquent de mourir. D'accord, parce que peut-être à cause du froid, de la température, le manque de nourriture aussi. Non, au contraire, elle cherche le froid. Mais si on la réveille, c'est parce qu'elle a quand même tout un métabolisme qui a été arrêté. Même les pulsations cardiaques, elles sont réduites au minimum. Imaginez quelqu'un qui dort et vous le réveillez subitement. Subitement, c'est clair. C'est pratiquement la même chose. Donc ça passe de 2-3 pulsations cardiaques à 400. Elle a la chauve-souris et meurt. D'accord. Est-ce que c'était une espèce qui est menacée aussi, la chauve-souris? Nous avons 27 espèces de chauves-souris. Ah, quand même, 27 espèces, d'accord. La dernière, je l'ai découverte dans la forêt de Lac Fatou. D'accord. Elle n'était pas répertoriée, celle que vous avez découverte? Non, pas encore. D'accord. Bon, on a publié un petit article sur ça, donc c'est la barbastelle. D'accord, je ne sais pas si on va pouvoir la voir à l'écran. On va voir avec notre réalisatrice, si on pourra la voir dans un moment, donc cette chauve-souris. Et comment vous l'avez découvert? Alors, les chauves-souris, comme je vous l'ai dit, donc de jour, on travaille à leur recherche, on rentre dans les grottes, on fouine les greniers, grottes, mosquées, etc. Donc si on trouve des individus, tant mieux. Sinon, nous avons des indices de présence, c'est les excréments. Oui. Oui, un petit peu. Et puis, moi, j'ai quand même un petit matériel, c'est la détection sonore.
D'accord. J'ai des détecteurs d'ultrasons des chauves-souris. Donc, une fois, je travaillais à l'ACFADO avec deux de mes étudiants. On a donc détecté, on a enregistré. Et puis, quand je suis rentré chez moi pour les analyses, j'ai trouvé, parce que chaque chauve-souris a sa fréquence qui lui est propre. Chaque chauve-souris a sa Chaque propre espèce C'est extraordinaire. de chauve-souris a sa fréquence qui lui est propre et son tracé qui lui est propre. D'accord. Et puis là, donc, tout en travaillant, je me retrouve devant un tracé qui n'est pas signalé pour l'Algérie. D'accord. Et en faisant de la recherche, il s'est avéré qu'il s'agissait de la barbastelle. D'accord. Et voilà, donc on a découvert la barbastelle pour l'Algérie. Comme quoi, on n'a pas encore tout découvert. Ben, voilà, tu vois. Très bien. Donc voilà, on a quelques images de vous, docteur Ahmim. Alors, dites-nous, c'est où et vous faisiez quoi ici? Oui, c'est une chauve-souris en main. Oui. Et je conseille quand même aux gens de ne pas De ne toucher pas aux les chauves-souris. toucher, oui, Voilà, oui. les laisser tranquilles. Nous, si on les touche, c'est pour travailler dessus. En plus, vous avez le matériel qu'il faut parce qu'on sait très bien que ça Oui. peut mordre. Donc, vous avez les gants, vous avez. C'est des réservoirs. C'est votre travail, voilà. C'est des réservoirs à agents pathogènes, mais elles ne transmettent pas. Maintenant, si quelqu'un la touche, elle peut lui transmettre. D'accord, voilà. D'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est des réservoirs, ok, donc elles peuvent transmettre. Non, 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 non. Elles ne transmettent qu'à la personne qui les touche. Voilà. Et à la personne qui les touche avec la main sans les gants. Oui. Et c'est pour ça que vous avez vu quand même que je portais des gants de... Justement, vous avez tout le matériel qu'il faut, ça je le confirme. Donc, docteur Ahmim, on regarde juste le jingle et on revient juste après. De retour dans l'instant matin et nous parlons de biodiversité. Donc avec Dr Ahmim, on a parlé des chauves-souris et des grottes. Donc j'imagine qu'elles n'ont pas vraiment on va dire qu'elles sont un petit peu pas aussi en danger que d'autres espèces. Que si. D'accord. Oh, que si. Okay. Le problème, c'est que c'est la destruction de leur habitat. De leur habitat, d'accord. L'homme, avec son expansion actuelle, donc il est obligé de construire des bâtiments, d'ouvrir des routes, etc. Donc il y a des grottes qui ont été obstruées. Quand ils ont tracé l'autoroute Est-Ouest, il y a eu énormément de grottes qui ont été obstruées. Donc là, on ne s'est pas soucié du devenir de ces chauves-souris-là, de ces animaux-là. Nous, ce qui nous intéressait, c'est tracer la route. Bien entendu, c'est clair qu'après, il y a toujours des dommages collatéraux. Voilà, il y a eu ça. Et puis, maintenant, nos jeunes s'amusent à rentrer dans les grottes et puis à allumer des feux pour se réchauffer ou bien pour faire cuire quelque chose. Et les chauves-souris, elles meurent en fumée. D'autres animaux qui sont réellement en danger, docteur Ahmim, il y en a certains qui sont plus en danger que d'autres? Oui, alors j'ai parlé, les animaux qui sont le plus en danger que les autres, ce sont les animaux qui sont à faible effectif. Comme par exemple? Par exemple, je viens de le dire, c'est le guépard. Le guépard, il y a aussi le singe magot. Aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a beaucoup de singes en Algérie. Justement, on se dit, il y en a beaucoup, puisqu'on les rencontre sur les routes quand on va C'est parce qu'ils sont concentrés dans certains endroits, et là, les gens, quand ils viennent, ils te disent « Ah, il y en a beaucoup ». Alors que non, vous savez, il y a un organisme international, c'est l'Union internationale de la conservation de la nature. Alors, un autre oui, ça c'est une cigogne que j'ai trouvée blessée. Très bel animal. Par contre, c'est un animal que les Algériens généralement protègent, ne touchent pas. Même l'ornie aussi, des fois, ils sont sur les toits des maisons. Et je dirais presque limite un peu sacrés. Ils ne sont pas très... parce que vous savez qu'on a failli les perdre aussi, même les cigognes, un certain temps. Il y a eu des gens qui ont enlevé les nids, etc. Et puis, il y a eu la sécheresse. Oui. Il y a eu la sécheresse aussi. Vous savez, le changement climatique qui va chambouler un petit peu la présence-absence d'espèces animales au niveau du territoire national. Donc, elles sont passées par une période de disette, comme on dit. Et puis maintenant, ça va quand même. On commence à les retrouver. Oui, la population est plus ou moins... Exactement. Elle se maintient à un niveau assez bon. Alors, moi, par contre, je vais vous parler d'une remarque personnelle. C'est en fait les hirondelles. On n'en parle pas qu'en Algérie, mais je sais que mondialement, on parle vraiment du faible taux d'hirondelles qu'on retrouve aujourd'hui. Est-ce que leur nombre a réellement baissé en ce qui concerne les hirondelles? Il a drastiquement baissé. Oui. Voilà, il n'a pas réellement baissé, il a drastiquement baissé. Oui. Pourquoi? C'est les effets de l'urbanisation, c'est les effets de la présence de l'homme et ainsi de suite. Et il y a aussi la pollution et l'utilisation des produits chimiques.
Vous voyez un petit peu. Elles ne supportent pas tout ça. Et puis là, donc maintenant, je ne sais pas si elles sont parties ailleurs, c'est tant mieux, mais si elles meurent, et là donc, c'est un patrimoine mondial qu'on est en train de perdre un petit peu. Absolument, oui. Donc vraiment, l'hirondelle, c'est mondialement connu que la population a baissé. Je vous dis ça parce que quand j'allais en vacances dans le village natal de mon père, en fait, quand j'étais petite, il y avait des hirondelles qui nichaient à l'intérieur des maisons. Oui, à la maison, elles font leur nid. Oui. On ne les voit pas. Non, donc, il y en a de plus nos jours, il n'y en a plus. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Et je vous l'ai dit, c'est surtout parce qu'on utilise beaucoup de chimiques. Beaucoup de chimiques. Et là, les hirondelles ne supportent pas ça. Il y a aussi la disponibilité alimentaire. Donc, elles sont insectivores et mangent beaucoup d'insectes. Et puis, nous, on traite nos cultures contre les insectes. D'accord. Donc, quand elles mangent des insectes qui sont déjà contaminés, des insectes qui sont déjà traités aux produits chimiques, donc là, elles ne les mangent pas. Et puis maintenant, des fois, quand elles les mangent, elles meurent. D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les tortues? Les tortues, on n'en connaît pas beaucoup en Algérie, hein, vous savez. Alors, il y a la science qui étudie les reptiles et les batraciens, qui s'appelle l'herpétologie avec un H, est une science qui n'est pas beaucoup prise en charge en Algérie. Nous n'avons pas beaucoup d'herpétologues en Algérie. D'accord. Donc, pour vous dire, est-ce qu'on a beaucoup d'espèces? On ne le sait pas. Est-ce qu'on connaît notre patrimoine? Là aussi, on ne le sait pas. Voilà. Donc là, on a à l'image une tortue. Ça, je l'ai trouvé. Alors, vous imaginez à Oued-Chlef, du côté de Oued-Chlef, qui était sec. Et c'est une tortue marine? Non, c'est pas une tortue marine, c'est une tortue terrestre. Oh, si, c'est une marine, celle-là. Ah, c'est une marine? Ah oui, c'est une marine. D'accord, et c'est une espèce endémique à Algérie? Non, pas endémique, non, pas endémique. Pas endémique à l'Algérie, mais les grosses tortues marines, elles échouent assez souvent en Algérie. D'ailleurs, il y a de ça 3 à 4 années, on a signalé la première nidification. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on voit des tortues pondre sur le littoral. La Kawan pondre en Algérie. C'est extraordinaire. C'était la première fois, il y a de ça 3 années. D'accord. Et là, vous savez, il y a de bonnes choses, mais on ne fait pas très attention. Oui, mais il y a quand même une prise de conscience. Il faut dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore conscience de l'importance de la protection, mais d'autres vraiment sont conscients. Je peux vous raconter donc une histoire. C'est un jeune homme qui allait construire, donc abattre un mur, et en fait, il avait trouvé comme quoi il y avait des hiboux. Dans le nid, donc il devait en fait casser le mur, mais en fait il a fait appel à des gens qui sont venus, qui ont récupéré donc les petits oisillons. Vous savez, je vous assure que le nombre de requêtes que je reçois sur les réseaux sociaux, les gens, ils se posent des questions. Hein, de temps en temps, ils se trouvent en face d'une situation qu'ils n'ont jamais vécue. Par exemple, il a une chauve-souris qui est rentrée chez lui dans sa maison, par exemple. Ou bien quelqu'un qui a trouvé un oiseau qui s'est cassé une patte. Et là, les gens demandent, hein, sérieusement. Voilà, les gens, ils demandent. C'est vrai qu'on a quand même des gens qui font du mal, mais ça va quand même, il y a aussi des gens qui font du bien. Qui font du bien, qui ont cette conscience de la protection de la nature. Donc, dites-moi, il y a quelques jours, vous étiez à Tipaza et vous aviez... À Tixirt. À Tixirt, d'accord, à Tixirt. Donc, c'était quoi que vous deviez faire là-bas? Alors, d'abord, Tixirt, j'ai été voir une grotte là où il y avait une hibernation de chauves-souris et il y a eu un éboulement, donc je n'ai pas pu rentrer. Et puis je suis parti dans une autre grotte qu'on m'a signalée. Finalement, c'est cette grotte qui a été utilisée pour lancer l'idée du calendrier agraire. Alors, vous imaginez un petit peu, c'est un petit peu d'astronomie et de mythologie. Donc, cette grotte a servi aux autochtones de la région pour lancer le calendrier agraire à Messia. Voilà. Et pour Tipaza, c'est cette semaine qu'on va donc procéder avec la direction de la jeunesse et des sports à une manifestation, un meeting, une rencontre avec des jeunes de quand même différentes wilayats qui vont venir, qui ont été invités pour qu'on fasse un travail. Ces jeunes-là, donc pour la majorité, c'est les bivouaqueurs, les randonneurs, etc. Il y a énormément, il faut dire que de nos jours, il y a énormément de jeunes
qui apprécie le bivouac, Exactement. qui apprécie déjà la nature. C'est déjà aller à l'aventure d'abord, et en même temps, généralement, c'est des gens comme qui apprécient la nature, donc ils respectent l'environnement. Mais en fait, des fois, ils font des erreurs par méconnaissance. Donc, c'est ce que vous essayez de mettre en place? Les recadrer un petit peu. Voilà, ben c'est bien, Voilà. c'est important de le Parce faire. que de temps en temps, ils bivouaquent, donc ils allument un feu, et puis là, ils laissent ce feu-là, et puis ça se propage et ça donne un incendie. Oui. Bon, ils ne l'ont pas fait exprès, hein, ils ne l'ont pas Bien fait entendu, exprès, c'est pas volontaire, mais, c'est ce qu'on va essayer de corriger comme petite erreur qui se font, et puis on va apprendre aux gens, par exemple, même là, on va dire quelque chose comme ça, on va leur apprendre, on suppose qu'il est en train de marcher dans une forêt, puis il s'est blessé, et là, il ne sait pas comment se faire soigner, et bien nous, on va lui dire que tu as une plante, Oui. l'inule visqueuse, Oui, l'inule tu peux la visqueuse. prendre, tu la mets ça, c'est un hémostatique, et puis salam alaikum, voilà, tu es Voilà. guéri. Très bien. Comme quoi, tout est dans la nature. Tout est dans la Par contre, il suffit d'avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir y vivre et en même temps protéger, respecter cet environnement. Vous savez, nos grands-parents, ils avaient ça. Absolument. Nous, on l'a perdu. Oui, oui. Voilà. Parce qu'en Nous, fait, on ils l'a étaient réellement en communion avec la nature. Ils avaient conscience Voilà. que c'était de la nature qui les nourrissait. Donc c'est pour ça qu'ils avaient cette espèce de respect, cette conscience de sauvegarder la moindre petite... même la cueillette, hein, même la cueillette ne se faisait pas... Vous savez qu'il y a énormément de mamans qui interdisent à leurs enfants de marcher pieds nus. Oui. Alors que c'est tout à fait le contraire. Il faut les inciter à marcher pieds nus de temps en temps. Bon, pas sur un pavé comme ça, hein, donc pas sur du carrelage et ainsi de suite, mais marcher sur de la terre. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une bactérie qu'on appelle Mycobacterium vaccae. Cette bactérie-là, elle est très bénéfique pour la santé humaine. Justement, il y a réellement des études qui ont été faites ces dernières années, comme quoi tous ceux qui faisaient du jardinage, toutes les personnes qui faisaient du jardinage étaient beaucoup moins susceptibles d'avoir des dépressions, de l'anxiété. Pourquoi? En fait, à cause de cette bactérie, c'est ça. Il y a cette bactérie aussi, et puis il y a beaucoup d'autres choses. Vous savez qu'il y a des sons dans la forêt. Il y a de la chimie dans les forêts, de la chimie naturelle, bien sûr, hein, Oui. d'accord, pas artificielle. Et là, quand vous... une anecdote comme ça, Oui, on m'a allez-y. vu en train de câliner un arbre, et puis là, déjà, je disais, mais qu'est-ce qu'il a, ce bonhomme-là? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est dingue. Ben là, c'est après avec ça que j'ai montré aux gens que le fait d'être en contact avec un tronc d'arbre, on a, donc c'est un petit peu électrostatique, hein, on a rééquilibré notre... comment dirais-je, comment je peux l'appeler, notre charge électrostatique. Hein. D'accord. Vous voyez un Donc petit peu. c'est réel, c'est pas... Et nos grands-parents, ils le faisaient le plus normalement du monde. Ils s'asseyaient sous les arbres. Sous les arbres, c'est Alors que absolument nous, toujours maintenant, adossé. on s'assoit adossé au mur, on s'assoit et on reste à la maison. Vous voyez. Alors, dites-moi, quelle est la rencontre la plus surprenante que vous ayez fait? Racontez-nous un petit peu une anecdote qui vous a vraiment, on va dire, étonné ou surpris ou agréablement surpris, par exemple. Ben, c'était le jour où j'ai trouvé une hyène et j'ai eu à la soigner et elle ne m'a absolument rien fait. C'était une hyène rayée? Une hyène rayée. Oui. C'est un animal assez imposant. Quand même, hein. imposante. Et d'ailleurs, la hyène, je le dis à l'avance, c'est le premier animal qu'on va perdre en Algérie, parce qu'ils sont en train de la battre à vue. Et oui, on a vu, d'ailleurs, ici même, en 2018, j'ai parlé spécialement de ça. C'était une émission complète sur la hyène, et puis le message n'est pas vraiment bien passé. Alors, depuis 2000 à 2015, nous avons 278 individus d'hyènes rayées qui ont été abattus. Quand même, c'est énorme. Et quand tu poses la question aux gens, mais pourquoi est-ce que je l'ai abattu? Tu te dis, j'ai eu peur. Mais Voilà, tu dis, c'est bon, plus par bon peur, de Dieu, oui. c'est un animal qui est peureux. C'est un animal qui ne peut pas t'attaquer. Tu fais ça, il part. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Mais les gens, ben, ils n'ont pas encore, le message n'est pas encore Qu'est-ce qu'on bien peut dire sur le chacal? Parce qu'on arrive un petit peu à la fin de notre Alors, émission. On n'a Oui, pas de chacal en Algérie. Non, le c'est pas le chacal, chacal. on le remplace par le loup doré. Ah, d'Afrique. très bien. D'accord. D'accord, donc le Canis aureus n'existe pas en Algérie. Maintenant, c'est le Canis lupaster. Canis lupaster. D'accord. Bon, c'est la science, hein, c'est la génétique. Vous savez, la génétique moléculaire a chamboulé beaucoup de connaissances en sciences de la nature et de la vie. Ok. Donc, et là, au début, on croyait que c'était le chacal, mais maintenant, on ne parle plus de chacal en On Algérie, parle de mais loup de doré. loup doré. Et le loup doré aussi, c'est une victime actuellement.
Parce qu'il y a des gens qui disent qu'elle a été introduite. Elle n'a jamais été introduite, c'est notre espèce qui est toujours là. D'accord, d'accord. Justement, je parlais des réseaux sociaux et il y a quand même des bons côtés des réseaux sociaux. Donc je suivais donc un petit jeune homme qui, on va dire, qui s'était lié d'amitié avec deux loups dorés, puisque vous le dites. Bon, ben, je pensais que c'était des chacals, mais en fait il les nourrissait, ils venaient. Ils n'étaient pas vraiment farouches. Bon, ils venaient, dès qu'ils venaient, ils les appelaient, ils venaient, ils mangeaient un petit peu et hop, après ils retournaient dans leur habitat. Vous C'est savez, peut-être pas une bonne chose, il ne faut pas les nourrir, je sais que c'est ce qu'on dit. Mais bon. l'action en elle-même, elle est bonne. D'accord? L'action en elle-même, elle est bonne. Elle est très bonne même. D'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que cet animal-là, c'est le cas du singe d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on demande aux gens de ne pas nourrir le singe? Oui. Parce que le singe, il va devenir feignant. Absolument. Là, toi, tu es là, on était agréablement surpris par la présence de cet animal. Tu vas ramener tes enfants et tout, mais après, tu vas rentrer chez toi. Absolument. Et le singe, si tu l'habitues à t'attendre pour manger, et là, il va mourir perdre en d'anorexie. fait sa faculté d'aller à la chasse. Voilà. Et tout ce qui s'ensuit. Pour le singe, maintenant, vous savez, on les classe en fonction de leur comportement en trois catégories. Hein. Les singes sauvages qui sont restés en forêt, semi-domestiqués, ils descendent, ils mangent, ils remontent manger en haut. Et puis on a les autres qui sont là tout le long de l'année sur le bord de la route, comme chez les, par exemple, au Ruisseau des Singes, comme du côté de l'Akfadou, Yakouren et tout. Ils sont là tout le long de l'année à attendre à ce qu'on leur donne à manger. Donc, docteur, on arrive un petit peu à la fin de notre émission. On n'a pas pu faire tout le tour de tous ces animaux. Oui, on en a quand même parlé. Mais en fait, ce qui doit ressortir de notre émission, c'est qu'il faut avoir conscience qu'il faut les protéger. Il faut protéger toutes les espèces, que ce soit la faune et la flore. Un dernier mot, docteur. Vous savez, si on Ahmed. ne protège pas ces espèces-là, tous les agents pathogènes qui vivaient sur ces espèces-là vont venir sur nous. C'est ce qu'on appelle le spillover. Parce que c'est la biodiversité, donc, par ces deux composants, donc végétaux et animaux, qui absorbaient la présence de ces agents pathogènes. Et quand la biodiversité est amenuisée, là, les agents pathogènes vont passer directement sur l'être humain. Et là, donc, si on ne protège pas cette faune et flore-là, c'est-à-dire qu'on est en train de signer notre avènement. Très bien, voilà. Donc le message est passé. Merci beaucoup, docteur Ahmed. Merci beaucoup Merci à d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié. Ça a été en tout cas un plaisir pour moi. C'est vraiment déjà un domaine qui me passionne. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était l'instant matin. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Restez sur les programmes de Canal Algérie et je vous donne rendez-vous bientôt. Merci, au revoir.